Lorsque nous travaillons avec Entity Framework Core, l'un des problèmes que nous laissons parfois, c'est que après avoir défini, comme on peut voir ici, tous les modèles que nous avons, nous définissons notre contexte comme nous voyons ici, mais nous oublions quelque chose de très important. Nous générons ici nos migrations, nous exécutons sur la base de données. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? On peut voir ici que nous ouvrons ici notre table. On voit que le titre, c'est nvarchar max content nvarchar max. On peut voir ici auteur. Tous les champs en chaîne de caractères généralement contiennent ici les nvarchar max. Est-ce que c'est normal? Ceci n'est pas correct parce que est-ce que nous voulons permettre à ce que le nom, par exemple, d'un article puisse avoir une longueur indéfinie? Ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle longueur au titre d'un article. La longueur ne peut pas être égale au contenu. Si on regarde aussi les auteurs, est-ce que le nom d'un utilisateur peut avoir 1000 caractères? La réponse également, c'est non. Un email ne peut pas avoir également plus de 250 caractères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous devons normalement configurer notre contexte pour empêcher à ce que l'utilisateur puisse entrer des données invalides dans nos bases de données. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est que nous avons l'option de les configurer ici dans le contexte en ajoutant ici d'autres paramètres ou alors nous pouvons tout simplement au niveau de chaque modèle ici définir les informations que nous voulons. Nous pouvons ici par exemple dire maxlen, par exemple, on dit ici le titre d'un article ne peut pas par exemple dépasser 100 caractères, ce qui est correct et valide. Le contenu d'un article, disons par exemple, ne doit pas dépasser 1500 caractères, si on peut dire ça ainsi. Donc voilà, par exemple, quelques modifications qu'on peut mettre. Ceci, c'est quoi? On appelle ceci le data annotation. On va voir que dès que nous avons ajouté ça, nous avons ici la composante data annotation qui a été ajoutée. Ceci, c'est un attribut qui permet en sorte que nous ne puissions pas insérer plus de 100 caractères pour un titre, 1500 caractères pour un contenu. Donc, si on va dans catégorie, nous allons dire pareil ici. Nous allons dire par exemple, la catégorie ne doit pas avoir un titre qui est peut-être, disons, plus de 50 caractères. La description d'une catégorie également ne doit pas dépasser, disons, 500 caractères pour une description, ce qui également est valide. On va regarder les auteurs. On va dire ici, un auteur, le nom d'un auteur, par exemple, ne peut pas dépasser, disons, 100 caractères. L'email également, ici, un email normal, standard, ne peut pas dépasser, je crois, 250, 255 caractères. On va mettre 250 caractères ici. Donc, ça, c'est une limite standard. Je pense que c'est 255 caractères qui est normalement possible pour un email. Donc, on ne peut pas dépasser cela. Enfin, nous allons regarder la table des commentaires ici. On va voir ici que le commentaire aussi, disons par exemple, la longueur totale d'un commentaire ne doit pas être inférieure peut-être à, disons, 1000 caractères aussi, voilà, ou 500 caractères. Voilà, là maintenant, nous avons mis quelques obligations et quelques contraintes. On peut aussi dire, le commentaire ne peut pas être vide. Dans ce cas, on va ici ajouter is required ici. Donc, on va dire required. Voilà, on va mettre l'attribut required. Ça fait en sorte que nous ne pouvons pas insérer un contenu qui est nul dans le champ commentaire. L'auteur également, on peut dire ici, le nom d'un auteur ne peut pas être nul. Donc, on va mettre required ici. Donc, on va faire ça pour que ce soit plus lisible. Donc, un email également doit être required pour un utilisateur. Oops, sorry. Required, voilà. Ensuite, nous disons un email ne peut pas avoir moins de 255 caractères. Un email doit être required ici. Et également, un article aussi, le titre doit être obligatoire, comme ceci. Le contenu aussi, disons qu'il va être obligatoire. Maintenant, si vous utilisez peut-être la dernière version de Entity Framework, lorsque nous mettons ici tout simplement string sans mettre new label comme ceci, Entity Framework va rendre ce champ obligatoire déjà dans la base de données par défaut pour nous aider. C'est pourquoi on a ici string comme ceci. Mais sinon, par défaut, dans les versions précédentes de Entity Framework, nous devrons obligatoirement inscrire ici required pour que la base de données comprenne qu'il faut ajouter le champ non nul. Donc ici, on voit que nous avons déjà ici non nul. Mais par configuration, nous devrons préciser que ces champs doivent être non nuls en mettant ici required. Voilà. Si nous utilisons par exemple une application web et que nous voulons valider toutes ces informations-ci, le framework va automatiquement les valider en voyant tous ces attributs que nous avons mis ici. Donc le front-end va également valider toutes ces propriétés-ci là en utilisant tout ce que nous avons mis ici. Voilà. Nous pouvons également indiquer par exemple que ça c'est une clé primaire. On va mettre ici key. Si on met key sur un attribut ici, ça signifie que c'est un attribut qui signifie que nous avons ici la clé primaire de cette table-ci.
Mais généralement, par configuration, si Entity Framework voit un champ que nous appelons ID, automatiquement, ce champ va être marqué comme une clé primaire pour cette table-là. Donc, nous ne sommes plus obligés ici de mettre key. Donc, si on a ici ID ou alors, comme ceci, Common ID, Entity Framework va détecter et se dire, puisque nous avons le nom ici, le nom du modèle qui s'appelle Common ici, et nous avons ID à la fin, Entity Framework va configurer automatiquement ce champ comme une clé primaire. Mais si nous avons un nom, par exemple, qui n'est pas standard, si nous voulons appeler ça, par exemple, Key Common, et nous voulons que ceci soit une clé primaire, nous devons ici indiquer Key. Donc, voilà. On va laisser comme ceci. Maintenant, après avoir fait ce changement, puisque nous utilisons ici Entity Framework avec la configuration de code first, dont nous avons des migrations, nous devons ici dans Package Manager ajouter les migrations. Nous devons ici dire Add Migration. Appelons ceci Validation. Donc, on va dire Entity Validation. Donc, on va voir, il va devoir nous générer un modèle, une migration qui va permettre de faire la mise à jour et de changer notre modèle dans la base de données. Compilation successful. On voit ici que nous avons une nouvelle migration qui a été ajoutée. Ça nous dit que ici le type de données va être changé en nvarchar 500, donc la longueur a été ajoutée, nullable false. Ça va également ici changer le nom de la catégorie qui va devenir maximale longueur de 50 ici. La description également de la catégorie qui doit avoir une longueur maximale de 500. Et voilà, donc voilà ainsi configurer l'email également. Et la deuxième méthode down qui permet d'annuler les changements que nous avons fait au cas où nous faisons une erreur. Voilà, donc maintenant ici, on peut voir que nous avons déjà, comme nous avions dit ici, nvarchar max, toutes ces valeurs ici. On va essayer de faire maintenant la base de données, la mise à jour de la base de données. On va dire update database ici. Donc, ceci va appliquer la migration à la base de données et nous allons voir une nouvelle ligne qui s'insère dans notre base de données. Donc, si on regarde migration ici, on voit que nous avons ajouté validation entity. Maintenant, si on rafraîchit ces colonnes, on va voir que le nvarchar max ici va changer. Donc, on va faire ceci, refresh. Et voilà, on voit maintenant que ici, nous avons la longueur maximale d'un article qui est 100, le contenu maximal qui est 1500. On va regarder au niveau des auteurs. Là, on voit maintenant que c'est nvarchar 100, 255. La catégorie aussi, on avait max ici. Donc, on a 50 et 500. Et au niveau des commentaires, nous avons ici nvarchar 500. Donc, voilà. Voilà comment nous pouvons ici spécifier les longueurs des champs dans Entity Framework en utilisant les modèles. Nous allons maintenant essayer de voir une autre propriété qui permet de changer le nom de la table. Si on vient ici et que nous ajoutons, disons que nous voulons ajouter une table ici qui va s'appeler la table des reviews, disons ça comme ça, appelons ça review, disons que preview, on va tester ce qu'on disait tout à l'heure ici, on va appeler ce champ review key. Ensuite, on va mettre ici. Donc, on va ajouter la propriété de l'article. C'est quel article qui est en train d'être reviewé. On va ajouter ça ici. On va ajouter un auteur aussi. C'est quel auteur qui met le review. Et ensuite, nous allons ici ajouter le rating, par exemple. Voilà. Nous allons mettre aussi peut-être le commentaire au besoin. Et nous allons ajouter la date de création. Voilà. On va ici faire quelque chose de spécifique. Pour ce cas-ci, nous allons utiliser l'attribut qu'on appelle table ici. Donc, on va dire ici table. La table va s'appeler, disons, review. On va mettre plutôt ici comme ceci. On va mettre ici key. Voilà. Donc, ceci permet de dire que ça, c'est une clé primaire et que la clé primaire va générer automatiquement le modèle. Ensuite, nous allons dire ici que le commentaire va être également une longueur maximale de 500. Et voilà. Donc, ici, on va essayer de voir à quoi c'est la propriété table ici. L'attribut table qui nous permet ici. Nous avons vu que dans les anciens contextes ici, nous avons défini la table ici à travers le builder ici. Donc, on va faire pareil ici. Nous allons ajouter ici review. Mais nous allons mettre ici, pour bien faire la différence et voir, on va laisser review ici. Mais dans notre table ici, nous allons appeler ceci, disons, review table. C'est pour montrer en fait que nous pouvons ici avoir le nom de la table qui différencie carrément du modèle que nous avons dans notre application. Donc, on va voir ici. On va appeler ça review table, mais dans notre contexte, nous allons l'appeler review. Nous allons voir que Entity Framework va générer une table plutôt avec le nom
review table. Au lieu d'utiliser ici review, comme ici on voit article, la table s'appelle article, catégorie, mais on verra que ici dans ce cas, ça va utiliser plutôt le nom que nous avons mis en attribut ici qui est l'attribut review table ici. Et le nom de la clé primaire ici va être plutôt review key, ça ne sera pas plutôt ID comme dans les autres cas. Donc ici, on va essayer de ajouter une migration. Nous allons dire add review table. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Ah oui, voilà. Nous n'avons pas précisé ici que ça doit être la clé primaire. Voilà. Vous voyez? C'est ça que je disais tout à l'heure là. C'est ça qu'on disait ici. On voit ici que nous avons l'erreur qui nous dit unable to create context blogging, the exception entity review require a primary key to be defined. Donc ici, Entity Framework ne réussit pas à trouver un champ qui s'appelle review ou alors un champ qui s'appelle review ID ou alors un champ qui s'appelle ID. Donc, automatiquement, il ne peut pas déterminer quel champ ici va être la clé primaire. Dans ce cas, nous pouvons ici lui dire, c'est le champ-ci que nous voulons que tu utilises comme clé primaire. On va mettre ici key. Donc, dans ce cas, Entity Framework va générer cette colonne-ci, mettre un index et c'était ceci comme la clé primaire de cette table. Donc, essayons maintenant de régénérer notre modèle. Et voilà. Maintenant, on voit quoi? On voit que Entity Framework nous génère ce script. Il dit, on va créer une table avec le nom Review Table. La table aura les colonnes suivantes. Review, qui va être un identity 1. Ça veut dire que ce champ va s'incrémenter à chaque fois que nous allons ajouter une nouvelle information dans la base de données. Nous allons avoir les contraintes de clé primaire ici qui vont s'ajouter sur le champ Review Key. On voit ici que nous avons les foreign keys d'articles qui existent également et d'auteurs qui existent déjà. Donc, on va avoir également ici deux index qui vont s'ajouter sur les foreign key review table article ID, review table author ID. Donc, maintenant, on va essayer de générer notre base de données. Donc, on va faire la mise à jour de notre base de données ici. On va dire update database. Donc, si on revoit ici, nous allons voir que dans notre table, dans notre base de données article, nous n'avons pas encore une table qui s'appelle ici review ni review table. Voilà, donc là, on va exécuter cette commande. Voilà, maintenant, nous allons essayer d'aller voir notre base de données. Si on revient ici, on rafraîchit ça. Nous voyons effectivement que nous avons une table qui s'appelle Review Table. On va regarder. On voit que Review Key, ici, se présente comme la clé primaire à notre table. Donc, quoi? Ici, on peut voir ici que nous avons le commentaire 500. Roaching ici, les deux auteurs qui sont les clés étrangères de notre table. Donc, on voit effectivement que nous avons fait quoi? Nous avons pu définir le nom de la table plutôt à travers l'attribut. Nous avons défini un champ qui est non standard comme review key à travers l'attribut également. Et nous avons aussi dit que ce champ-ci doit être incrémentable un après un. Donc, si on regarde ici, si on fait design, on voit effectivement que le premier champ-ci a ici identity specification 1.1. Donc, c'est ça en fait. Voilà comment en fait nous pouvons configurer notre modèle dans Entity Framework pour générer et pour valider les champs que nous voulons, spécifier la longueur des caractères, le type d'information que nous voulons, spécifier également le nom d'une colonne non standard pour avoir comme clé primaire un nom qui n'a rien à voir avec le nom de la classe ou alors avec le ID, comme nous faisons souvent. Donc, ça va être tout pour cette mini capsule. Laissez-nous savoir en commentaire si vous aimez nos capsules sur Entity Framework. Et nous allons faire l'effort de vous fournir toujours du bon contenu dans du .NET C# avec Entity Framework et les bases de données SQL Server.